Donc, bienvenue. Bienvenue à la troisième conférence panel sur l'intelligence artificielle. Donc, comme dans les deux premières, vous avez devant vous une adresse si vous avez des questions ou des commentaires à exprimer. Donc, vous allez sur le fil Twitter hashtag GIC2. Mon patente est lâche, excusez. La technologie, il faut faire attention. Ça doit être l'intelligence artificielle. Et vous commencez votre message par IA. On a quelqu'un qui va capter vos messages, puis on va poser des questions à la fin. Donc, l'entente qu'on a avec nos deux conférenciers, ils vont faire entre 15 et 20 minutes de présentation. Et à la fin, on se garde un 15 minutes pour ramasser, reprendre vos questions, vos préoccupations, puis on les redonne. De temps en temps, ils vont se parler entre eux autres. D'autres fois, ils vont vous répondre à vous autres, mais ça va être votre participation comme telle. C'est beau? Donc, sans plus tarder, je vous présente les deux panélistes conférenciers. Le premier qui va parler, c'est Stéphane Letourneau. Alors, Stéphane est un avocat. Il n'y a pas de mauvaise, hein? Il n'y a pas de mauvais métier, il paraît. Qui a commencé sa carrière chez Fasken Martineau, ce qui est un endroit dégueulasse pour commencer en passant. Et il a eu par la suite une carrière universitaire. Et maintenant, il est vice-président au partenariat chez Mila. Donc, Mila est une entreprise que vous connaissez déjà très bien, mais qui est en mutation. Donc, il va nous expliquer la mutation. Et il est responsable des partenariats. Donc, éventuellement, c'est quand même une organisation qui est déjà très présente dans le milieu québécois, puis qui va éventuellement nous aider. Le deuxième panéliste conférencier, c'est Gilles Lajoie. Gilles est directeur général de la Société québécoise d'information juridique, mieux connu sous son acronyme SOCIGE. Alors, Gilles a une carrière de conseiller stratégique et il est maintenant donc directeur général. Et il va nous parler, il a fait des implantations aussi en B2C, B2B, etc. Donc, quelqu'un qui a mis la main dans ça. Et il va nous parler, lui, ceux qui s'intéressent de faire de l'intelligence artificielle, il va nous présenter les 9 règles d'or pour réussir un projet en intelligence artificielle. Sans plus tarder, je vous laisse avec M. Stéphane Letourneau. Merci, Daniel. Alors, merci aux organisateurs, Daniel et Vincent, de m'avoir donné une occasion de faire connaître le MILA davantage, parce que le MILA reçoit beaucoup d'attention médiatique, mais les gens se font beaucoup d'idées sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Puis mon espoir dans ma présentation, je vais être assez descriptif. C'est que vous quittiez la séance avec, puis j'ai seulement 15 minutes, là, puis ça serait plus long que ça à vous expliquer, mais je vais m'en tenir à l'essentiel, c'est que vous quittiez la séance avec une bonne idée de ce qu'est le MILA. Puis, qu'est-ce que vous pouvez attendre du MILA, dépendant de l'organisation dans laquelle vous êtes, ou ne pas attendre du MILA. Le MILA, d'abord, peut-être vous vous posez la question parce que dans la présentation, là, dans le petit cahier, c'est écrit MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. MILA, d'où vient MILA, l'acronyme? Ça voulait dire Montreal Institute for Learning Algorithms, parce que le MILA était un groupe de professeurs de l'Université de Montréal qui s'étaient donné une raison sociale, comme le font souvent les profs d'université qui se regroupent. Et c'est maintenant, depuis, on a été incorporé en 2017, mais la CEO est en poste seulement depuis 2018, et l'été 2018. La CEO, c'est Valérie Pisano. Le directeur scientifique, c'est Yoshua Bengio, un nom que vous avez certainement entendu dans les médias. Et c'est maintenant une entité séparée. C'est une organisation sans but lucratif qui est affiliée aux universités que sont McGill et Montréal, affiliée comme beaucoup de centres de recherche, par exemple hospitaliers, sont affiliés avec des universités. Ça vous donne une idée de ce qu'est le nouveau MILA que je vous présente aujourd'hui. La première chose à dire, c'est que ça, c'est les deux présentations que vous allez avoir. Ça, c'est une image rapide de l'écosystème. Et puis, les deux membres de cet écosystème-là qu'il faut que je souligne, c'est dans la case en haut à gauche, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui était le MESI. Je pense que malheureusement, l'acronyme est encore erroné là, sur la slide. Puis CIFAR, qui sont les deux bailleurs de fonds principaux. CIFAR, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut canadien de recherche avancée. Puis c'est un organisme subventionnaire dans un volet de sa mission, et donc à travers lequel le gouvernement fédéral a alimenté des fonds pour nourrir les 3 instituts canadiens d'intelligence artificielle. Il y en a un à Montréal, c'est MILA, il y en a un à Toronto, Vector, puis il y en a un à Edmonton qui s'appelle AMI. Donc, c'est les deux bailleurs de fonds principaux, alors je les nomme. Cet écosystème-là est en ébullition, comme vous le savez, dans tout le Québec. Et il y a eu un comité paritaire auquel j'ai participé d'ailleurs avant de joindre le MILA,
un comité paritaire industrie académique qui était coprésidé par le recteur Guy Breton et l'homme d'affaires Pierre Boivin, qui a rendu public une stratégie pour le développement de l'IA au Québec. Cette stratégie-là est disponible sur le site de IA.Québec. Et le MILA est reconnu comme étant un des piliers de l'écosystème. Ivado également. Ivado, une organisation dont vous avez certainement entendu parler. Puis si dans les questions, il y a des questions là-dessus, j'y répondrai, mais je n'aurai pas le temps de m'étendre sur le sujet. Puis il y a Scale AI aussi, qui apparaît peut-être pas sur cette diapo-là parce qu'elle date, mais qui devrait être mentionnée parce qu'il s'est rendu un joueur incontournable. Et d'ailleurs, Louis Roy, ce matin, dans la séance de ce matin, présentait Scale AI. Le MILA entretient déjà des liens avec un nombre assez important de partenaires dans cet écosystème. Puis le MILA a vite compris qu'il ne pouvait pas tout faire et tout être, et sa contribution doit être pertinente. Puis une des contributions les plus importantes que le MILA va réussir à faire, c'est certainement une contribution de produire de la main-d'œuvre pour les organisations. Évidemment, le MILA, c'est une organisation qui est ciblée, nichée dans un domaine, c'est celui du machine learning. Ce matin, j'entendais le terme machine learning, mais Yoshua Bengio aime bien utiliser l'appellation française d'apprentissage automatique. Alors, les deux sous-disciplines sont le deep learning ou le reinforcement learning, donc l'apprentissage automatique qui se divise en deux disciplines, l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage profond. Et c'est cette science-là qui est au cœur de la mission du MILA. Cette mission-là a 4 volets. Puis le premier, ça reste un institut de recherche de nature universitaire. C'est surtout d'abord avant ça le MILA, qui fait de la recherche dans les disciplines que j'ai décrites. Puis ce qu'on pense, c'est que en ce moment, le MILA a la plus grande concentration au monde d'experts dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui, en ce moment, a la faveur tant de l'industrie que des gouvernements pour l'investissement. Et on pense que de garder l'excellence académique dans ce domaine-là, de cette excellence-là va découler tout le reste, c'est-à-dire attirer les étudiants, les meilleurs étudiants au monde. En ce moment, 80% des étudiants sont des étudiants étrangers, je crois. On veut qu'ils s'installent au Québec, on veut les garder, on veut les former, puis ensuite qu'ils passent dans l'industrie. Ça, c'est la clé de la mission. Le deuxième volet, c'est le volet de la formation. Donc, on forme des étudiants, bien sûr, aux études supérieures, maîtrise, doctorat et post-doctorat, mais on a aussi comme objectif d'offrir de la formation d'affaires, donc à 3 niveaux. Au niveau exécutif, là, les grands boss, au niveau gestionnaire, puis au niveau technologique. Puis le MILA ne va pas faire ça tout seul, il va le faire en partenariat avec soit des firmes, des firmes privées de consultants ou, par exemple, le groupe Ivado, qui déjà met en marché des formations sous forme de semaines intensives, des bootcamps pour l'industrie, pour les gens dans le milieu académique. Et ça devrait se déployer puis se développer beaucoup. Le troisième volet de la mission, c'est le transfert technologique. C'est la raison pour laquelle le MEIE, je remonte à il y a 10 ans, MEI a investi dans le MILA. Le transfert technologique, lui, il se concrétise par une équipe plus restreinte, mais de 10 personnes actuellement, une équipe d'experts en IA qui n'ont pas décidé de poursuivre une carrière universitaire puis qui ont la face tournée vers l'industrie pour servir l'industrie. J'en dirai plus long tout à l'heure. C'est aussi la création d'une communauté de chercheurs, tant dans l'industrie que dans le monde académique, qui veulent entretenir une discussion scientifique sur les disciplines que je vous désignais tout à l'heure. Ça, c'est une façon de faire du transfert technologique parce que c'est dans ce discours, cette discussion ouverte, que les connaissances s'échangent en amont de ce qui est compétitif. Et ça, le MILA croit beaucoup à ça. Et avec Calcul Québec aussi, on a un développement qui est en cours pour vraiment fournir une puissance de calcul, puis tout le savoir-faire autour de la puissance de calcul pour soutenir cette discipline-là, puis ces sciences-là d'intelligence artificielle. Et évidemment, notre personnel va développer une connaissance qui va devenir intéressante pour les partenaires. Le troisième volet de la mission, c'est l'IA pour l'humanité. Et là, on a une direction qui a comme fonction, de nous aider à réfléchir aux décisions que les professeurs prennent en termes de projets qu'ils n'acceptent pas, en termes d'organisation, les directions, les orientations qu'on choisit de prendre, pour toujours s'enligner dans une éthique et un sens de la justice sociale où on travaille sur des projets pour le plus grand bien commun. C'est de très nobles aspirations. Et on veut aussi, le MILA le fait depuis le début, le Yoshua Bengio notamment est très volubile sur tous les panels.
On veut continuer à prendre part à l'échange sur les forums nationaux, locaux, internationaux, où ils se discutent les enjeux des impacts sociaux de l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'IA pour l'humanité. Les valeurs, bien, vous les voyez. Alors, l'ouverture, la science ouverte, puis l'ouverture pour la collaboration sont au cœur du MILA. Et on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont intéressés à nous parler. Ensuite, excusez-moi, je me suis étendu là-dessus. On a une nouvelle équipe puis une nouvelle maison. La nouvelle équipe, c'est que le MILA, donc l'entité qui s'en va dans un nouvel espace, va rassembler les équipes de professeurs et leurs étudiants de l'Université McGill et ceux de l'Université de Montréal en un seul lieu. Puis là, il y a aussi à cela s'ajoutent des profs de l'École polytechnique et des profs de HEC qui devraient compter. En ce moment, on a une quinzaine de membres de faculté, puis on a 250 étudiants. Ça devrait monter à 25 membres du corps professoral, puis 300, voire 350 étudiants. Donc, un très gros groupe de chercheurs universitaires auquel va s'adjoindre, on a une équipe de 10 experts. L'équipe de transfert technologique que je vous décrivais tout à l'heure, c'est 10 experts. Et elle devrait monter à une trentaine sur les 4-5 prochaines années. Puis l'équipe des spécialistes de l'infrastructure informatique et des technologies de puissance de calcul sont eux aussi une dizaine actuellement, sont 13 actuellement, puis eux aussi devraient monter à une trentaine de personnes. Alors, il y a un essor, une montée en puissance du MILA qui devrait avoir des répercussions. Le conseil d'administration, c'est aussi fait partie de la nouvelle équipe. Alors, cette entité-là a son conseil d'administration qui est paritaire, industrie académique. Puis le président du conseil est Pierre Boivin. On déménage dans une nouvelle maison. On devrait avoir une inauguration officielle à la mi-janvier, fin janvier. Et les locaux sont dans le quartier qui s'appelle Mile X à Montréal. Alors, c'est au nord du Mile End. C'est à côté de la Petite Italie. On prend 2 étages, on prend un plancher à travers 2 édifices qui sont reliés par une passerelle. Puis d'un côté, il y a tous les espaces académiques, puis de l'autre, tous les espaces qu'on appelle collaboratifs, que je vous décrirai dans une seconde. Et cette maison-là va donc inclure une zone académique. Toutes les personnes que je vous ai décrites vont se rendre là de façon dominante dans leur quotidien pour interagir entre elles et interagir avec l'industrie, les joueurs industriels qui seront dans l'autre zone corporative qui, elle, comporte 2 sortes d'installations. Il y a des suites privées qui sont prévues pour louer à des partenaires industriels sélectionnés, parce qu'on n'en a pas une tonne, on a comme une douzaine de suites privées. Puis on a aussi une zone start-up d'environ 2000 pieds carrés réservée à des start-up qui, elles aussi, seront sélectionnées. Les espaces communs, beaucoup d'espaces communs, parce que si on veut que cet environnement-là interagisse, il faut des auditoriums, des salles de séjour, des salles de repas, des salles de café, des salles de prière, etc. Alors, il y a beaucoup d'espaces communs, des salles de réunion, qui sont laissés pour réservation par tout le monde. Aussi, on a réservé une unité pour un espace de coworking qui est réservable à la journée pour les entreprises qui seraient partenaires du MILA, mais qui n'auraient pas choisi d'y avoir un pied carré privé, restrictif à l'intérieur des murs. Alors, ensuite, ce qui est intéressant à dire, c'est que ces édifices, puis là, j'ai fait défaut de changer la slide. Ces édifices-là, ça c'est des images qui représentent un peu, parce que c'est encore en aménagement, là. Ces édifices-là se sont remplis quand les gens ont appris que le MILA déménageait là au cours de l'été 2018, se sont remplis de toutes sortes d'autres compagnies, comme par exemple Facebook est installé là, Element AI a pris 2 étages complets, Imagia, qui est une start-up, a pris une portion d'un autre étage, Borealis, le groupe d'intelligence artificielle de la Banque Royale, est installé là. Alors, il est en train de se créer vraiment une petite cité, un petit écosystème local d'intelligence artificielle assez intéressant. Maintenant, pour être un peu plus concret, il y a comme 3 portes d'entrée principales pour l'industrie qui voudrait interagir avec le MILA. Les 3 portes sont pour l'entreprise qui veut parler le machine learning, qui veut entretenir la discussion scientifique à propos du machine learning, c'est la première porte. La deuxième, c'est une porte qui est plutôt destinée aux startups. Puis la troisième, sur l'autre diapo, ça va être les projets de PME qui peuvent intéresser le MILA. Alors, essentiellement, quelles sont ces portes-là? La première, c'est on veut créer une communauté, comme je le disais tout à l'heure, de compagnies intéressées soit par le MILA ou par la science fondamentale, la recherche, les travaux de recherche qui veulent participer, collaborer
qui comprennent, qui ont la maturité d'entreprise pour comprendre ce genre de travaux de recherche-là. On veut constituer une espèce de communauté de partenaires qui vont accepter d'appuyer le MILA financièrement en considération de certains privilèges que vous voyez énumérés là de façon à très haut niveau, l'accès à la recherche, donc ils vont apprendre quels sont les travaux en cours au MILA, l'accès au talent, on va essayer de les favoriser dans le placement des stagiaires, par exemple, et d'autres avantages de ce type. On parle toujours de favoriser, hein, il n'y a pas de lien d'exclusivité jamais ici. Puis l'accès à l'écosystème, parce que là, on va créer, comme vous le voyez, à la fois un écosystème local, géographique, mais aussi un écosystème de partenaires financiers et de compagnies, et l'accès à l'image de marque. Parce que le MILA, dans le milieu du développement de l'intelligence artificielle, a déjà une certaine notoriété. Et puis d'ailleurs, on le voit parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on se fasse approcher par une délégation étrangère qui veuille s'informer de ce que fait le MILA et comment interagir avec le MILA. Alors, la deuxième porte d'entrée, c'est celle pour les startups. Qu'est-ce que j'ai l'air sur le temps, Daniel? Je suis toujours bon. La deuxième porte d'entrée, c'est celle pour les startups qui auraient un projet d'IA. Alors, elle vise une startup d'abord, ce n'est pas un incubateur. On a réservé un espace où il y a des sièges, puis il va y avoir 1 ou 2 sièges donnés par startup. Donc, ce n'est pas on accueille la startup au complet. C'est vraiment l'idée, c'est de permettre à un spécialiste d'une startup qui puisse bénéficier d'être physiquement, quotidiennement en contact avec ce milieu-là, de faire un séjour de 12 à 18 mois pour accélérer un projet où le côté technologique est en lien avec la technologie qui se développe au MILA. Ça, c'est la vision derrière cet espace-là. C'est un espace qui est géré, que le MILA a donné en gestion à Espace CDPQ. CDPQ a, comme vous le savez, à Place Ville-Marie, puis sur Québec, ils ont quelque chose aussi. Là, ils ont un hub. Ils sont des spécialistes ils ont développé une spécialité dans la gestion d'espaces hub synergiques. Alors, on leur a confié la tâche de gérer cette communauté-là. Il y a d'ailleurs un concours, un appel de candidature qui a été ouvert au début novembre. Et puis, vers la fin novembre, on devrait annoncer les premières cohortes de start-up sélectionnées. Ensuite, les services conseils à la PME. Alors, le MILA a une toute petite équipe de gens qui ont vraiment vocation, je vous l'ai décrit tout à l'heure, c'est une dizaine de personnes qui ont vocation à rendre du service vers l'industrie. Il a été pensé que la façon la plus efficace d'avoir le plus grand impact possible, c'était pas de faire des projets de recherche appliqués pour l'industrie pour le moment, parce que les capacités ne le permettent pas, mais c'était de donner du service conseil. Et le moyen, l'outil qu'on a trouvé pour faire ça le plus efficacement possible, c'est en collaboration avec le CNRC. Ils ont un programme Paris dans lequel il y a un élément qui s'appelle Visite interactive et qui finance 25 heures de consultation avec MILA, avec les spécialistes du MILA. Puis il y a la possibilité d'aller pour une deuxième ronde. Et le CNRC, le Paris, fait une première évaluation des projets et des candidats à ce service. Les critères sont qu'il faut être une PME, puis donc au niveau fédéral, une PME, c'est en bas de 500 employés, donc c'est quand même ça permet des assez grosses entreprises. Il faut avoir un projet d'IA au niveau de maturité nécessaire pour que les experts du MILA puissent y avoir un impact, une valeur ajoutée. Puis, il faut avoir accès à des données, c'est sûr, parce que sinon, la discussion reste théorique. Puis, il faut normalement que quelqu'un au sein de la PME soit capable de pousser le projet, parce que, comme je le disais, c'est du service conseil. Alors, ça, c'est les 3 portes d'entrée principales pour les partenariats avec l'industrie, mais si vous voulez, c'est nos activités un peu standardisées, mais tout ça va évoluer parce que le MILA, le nouveau MILA, est une entité en création, en devenir, puis on va se tromper, on va corriger, puis on va s'adapter. Il y a, en outre, plein de gens qui nous approchent pour d'autres types de projets qui ne cadrent pas avec ces approches-là. Par exemple, Sokige. Elle nous approche depuis déjà 1 an, même avant la formation comme telle du nouveau MILA. Et on a accepté d'appuyer leur projet parce que c'est emballant, puis que ça cadre bien avec les valeurs du MILA, puis que le niveau d'apprentissage automatique puis de l'impact que pourrait avoir une dimension d'apprentissage automatique dans leur projet serait très bénéfique pour la communauté en général. Puis c'est ça. Sur là-dessus, je passerai la parole à Gilles. Merci. Merci. Merci.
Bonjour tout le monde, ça va bien? Juste pour commencer, pour mettre les choses en contexte, je veux juste voir dans l'auditoire quels sont ceux qui viennent du secteur public. Levez la main, ceux qui viennent du secteur public. OK. Le reste viennent du secteur privé, évidemment. OK. Fait que ça, c'est une bonne chose. Deuxième question, ceux d'entre vous qui connaissez Socige. Levez la main, ceux qui nous connaissez. OK. C'est un peu plus rare, c'est normal. L'autre question, quels sont ceux d'entre vous qui avaient mis, je prends l'expression souvent, le gros orteil dans l'intelligence artificielle dans un projet chez vous? OK, c'est bon. Puis la dernière question va vous sembler idiote, mais va tout résumer la raison pour laquelle on se retrouve ici, nous, aujourd'hui. Combien d'entre vous trouvez que c'est compliqué, la justice, les contrats, ou qui avaient eu des difficultés pour défendre vos droits devant les tribunaux? Levez la main ceux d'entre vous qui trouvaient que c'est compliqué. Bien, ce volet-là, c'est la principale raison pour laquelle on se retrouve ici, nous, aujourd'hui. Étant donné que nous, on a commencé cet exercice, juste pour comprendre le contexte, nous, cet exercice a cheminé à la lumière d'un plan stratégique qu'on a fait. Plan stratégique dont la principale vision qu'on s'est donnée, c'est de simplifier la justice au Québec. Et pour simplifier la justice au Québec, à l'issue d'une variété de rencontres qu'on a faites avec des joueurs du milieu juridique, et je vous préviens tout de suite, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, ma carrière oui, c'est ça. Ma carrière est principalement dans le monde du numérique. Alors, c'est mon réseau numérique qui m'a fait découvrir un peu toute la veine de l'intelligence artificielle et l'avènement de l'intelligence artificielle. Ce qui explique un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui et le projet dont je vais vous parler. Alors, comment on en est arrivé là? Bien, essentiellement, nous, on a commencé à faire une réflexion avec un petit joueur qui s'appelle Élément AI. À vrai dire, avec Jean-François Gagné, qui est le cofondateur d'Élément AI, qui était une connaissance que j'avais dans mon milieu, et qui, à l'issue d'une discussion avec lui, commence à m'expliquer un peu tous les bénéfices qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle. Alors, on a commencé à travailler avec ces gens-là, dans un premier temps pour démystifier l'intelligence artificielle par rapport à le milieu juridique, parce que comme vous et comme d'autres, on s'emballe face à l'intelligence artificielle, mais parallèlement à ça, aussi, on a des inquiétudes. Alors, dans un premier temps, on a travaillé avec les gens d'Élément AI pour démystifier l'intelligence artificielle, des présentations qu'on a faites au milieu juridique. Ce qui est plus important, puis ce que vous voyez ici, c'est le deuxième volet de l'exercice qu'on a fait. Et le deuxième volet de l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les gens d'Élément AI et on leur a demandé de venir chez nous, de regarder nos processus, de voir comment on fonctionne et également de faire un exercice d'étalonnage à l'échelle mondiale pour voir comment on pourrait exploiter l'intelligence artificielle pour réaliser notre mission. Nous, notre mission principalement, c'est d'améliorer le traitement, la valorisation de l'information juridique pour le bénéfice de la collectivité. Nommément, dans notre cas, c'est surtout pour les professionnels parce que Socige, je reviens à ce que je vous posais la question tantôt, vous ne connaissez pas Socige. Socige, c'est une bébite particulière. C'est un organisme de l'État qui existe depuis 40 ans qui doit s'autofinancer. Alors, s'autofinance grâce principalement à deux moteurs de recherche. Un moteur de recherche qui sert à trouver la jurisprudence, les règlements, les lois, les tribunaux et tout ça. Et l'autre moteur de recherche qui est utilisé pour le plumitif. Plumitif, ça vous dit quelque chose pour certains d'entre vous? Sans doute pas. C'est du jargon du milieu. Plumitif, c'est ni plus ni moins la chronologie d'une cause au palais de justice. On est capable de voir toutes les interventions qui ont été faites, déclarations, requêtes ou autres, et qui est en pleine ascension à l'heure actuelle au Québec depuis 10 ans, pour la simple et unique raison, à la suite de l'avènement du 11 septembre, on est un peu plus craintif un peu partout. La sécurité a augmenté en flèche. Et là, beaucoup d'entreprises et d'organismes l'utilisent aujourd'hui pour vérifier vos antécédents dans toutes sortes de circonstances. Alors, c'est en pleine ascension. Alors, comment on en est arrivé là? On a travaillé avec ces gens-là. On leur a dit, nous, notre objectif, c'est qu'on est en pleine transformation numérique et on veut trouver des façons d'optimiser nos processus, d'améliorer nos produits et services. Alors, allez-y, les gars. Et une des raisons pour lesquelles ces gens-là se sont emballés avec nous, très simple, vous entendez souvent parler d'intelligence artificielle, souvent associée à la question de données. Eh bien, Socige, quand je vous dis que c'est une bébite spéciale, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
de ma courte expérience, c'est un cas particulier. C'est le seul endroit dans le monde où on recense toutes les décisions des tribunaux au même endroit. Alors, 40 ans d'histoire nous ont donné 1,8 million de décisions de tribunaux. Et évidemment, les spécialistes en intelligence artificielle raffolent des données. Alors, eux se sont dit, ouais, ça nous intéresse, on va travailler avec vous. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. On a fait un exercice avec eux, et c'est cet exercice que je vous montre ici, où le principal point de cet exercice, c'était d'arriver et de dire, est-ce que c'est, selon les cas d'emploi qu'on a identifiés, on a une trentaine de cas d'emploi ici, quels sont les cas d'emploi qui correspondent à notre plan stratégique? On venait de sortir notre plan stratégique il y a à peine 2-3 mois plus tôt, alors le timing était bon. Mais le point le plus important, c'est le critère du bas, l'exploitabilité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable dans le contexte d'aujourd'hui? Est-ce que la technologie est là? Est-ce que les données sont là? Est-ce que la connaissance est là? Et c'est là la vraie valeur de ce rapport qu'on a eu. Et ce rapport a mené, comme vous voyez le coin en haut à droite, à 9 cas d'emploi qu'on a identifiés qui, selon les spécialistes en intelligence artificielle, seraient possibles de réaliser au fil des prochaines années. Je dis bien au fil des prochaines années, je vois plus un horizon de 3-6 ans ou quelque chose comme ça. Quand même, il y a encore des défis pour améliorer les services à la collectivité. Alors, évidemment, moi, quand j'ai produit ce rapport-là, quand on a travaillé avec ces spécialistes-là, nous, on relève directement du ministre de la Justice. Alors, la ministre de la Justice nous a dit, quand vous aurez votre rapport, venez nous présenter ce que vous allez faire, ce que vous avez conclu. Et là, on s'est inspiré d'un grand gourou du management qui s'appelle Yvon Deschamps. Qu'est-ce qu'il disait, Yvon Deschamps? Les gens ne veulent pas le savoir, les gens veulent l'avoir. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les résultats de cette étude-là et on a présenté une preuve de concept de ce qui serait possible. Et là, ça s'est mis à s'emballer. Et c'est là que tout ça est parti, qui fait en sorte aujourd'hui qu'on est au cœur du plan de transformation de la justice, un plan de 500 millions qui a été annoncé au printemps dernier. Le milieu de la justice est en pleine transformation. Et l'un des volets importants de cette transformation, c'est le projet sur lequel on travaille actuellement, qui est sur le point de cheminer, qui est essentiellement de développer une plateforme de livrer, je dirais plus une plateforme numérique pour informer, guider et accompagner le citoyen aux prises avec un enjeu juridique. Alors, c'est pour vous servir tout un chacun ici. Et l'une des clés de cette plateforme, c'est des solutions en intelligence artificielle. C'est pour ça que nous, on est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on discute avec les gens du MILA et plein de joueurs du milieu, parce qu'on veut apporter pour le bénéfice de la collectivité, on veut exploiter l'intelligence artificielle au bénéfice de la collectivité. Une expression qu'on entend couramment dans le milieu de l'intelligence artificielle, vous allez l'entendre peut-être certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle du AI for good, de l'intelligence artificielle pour le bénéfice de la collectivité. Alors, on a commencé, et là, on travaille, effectivement, on est sur le point de lancer notre plus gros projet de l'histoire de Sockige, qui va tourner un peu autour de l'intelligence artificielle. Mais avant de partir tout ça, évidemment, puis juste revenir en arrière, un point intéressant qui était intéressant ici, puis c'est pour vous situer, parce on était dans le même bain que certains d'entre vous qui commençaient ou d'autres qui veulent commencer. C'est-à-dire, comme n'importe qui d'autre, on n'est pas niaiseux, on regarde sur Internet, on lit l'actualité, on voit toutes sortes d'informations, puis on entend toutes sortes de choses pour se faire dire que l'intelligence artificielle va faire ça, puis l'intelligence artificielle va faire ci. Et nous aussi, on s'est emballés. On s'est emballé, on a regardé les cas d'emploi, puis certains cas d'emploi, on dit, ben oui, ça va faire ça. Et c'est là que, dans certains cas d'emploi, mettons, je vois le numéro 23 ou le numéro 13, bien peut-être on s'emballait à ce moment-là, puis on se disait, ben non, voyons, c'est faisable. Et là, les spécialistes nous disaient, non, non, quand on dit que c'est un 1, c'est un 1 sur 5. C'était tout évalué sur une échelle de 5. Alors, quand on vous dit que c'est un 4 ou un 5, c'est soit que ça existe déjà, ou c'est réalisable. Mais quand on vous dit un 1, là, n'allez pas là. Parce que si vous allez là, vous allez engloutir des millions de dollars, vous allez frapper un mur, vous allez frustrer votre monde, puis ça ne marchera pas. Alors, d'où l'importance de ce rapport qu'on a eu de ces spécialistes en intelligence artificielle, qui, soit dit en passant,
La première fois que je les rencontrais, Jean-François n'avait même pas fondé LMAI à l'époque. Il m'avait juste dit, va-t'en à l'Université de Montréal un samedi de juillet. Il y a une conférence là, sur quelque chose qui pourrait t'intéresser, puis tu vas voir où je m'en vais. Parce qu'il dit, je suis en train de partir une petite business, là, puis tu vas comprendre ce que je vais faire. Et c'est cette soirée à l'Université de Montréal, en plein juillet, je m'en souviens comme si c'était hier, il faisait 32 puis il faisait chaud dans la salle. Il y avait M. Bengio, il y avait Yann LeCun de Facebook et il y avait Joël Pinault de l'Université McGill qui présente l'intelligence artificielle. La salle était pactée. Il devait y avoir 800 000 personnes, surtout des jeunes, qui étaient là. Et c'est là que j'ai compris tout l'avènement de l'intelligence artificielle. Jean-François est parti LMAI par la suite, ils étaient 3. Aujourd'hui, ils sont 400 personnes à Montréal à l'heure actuelle, en l'espace d'1 an et demi à peu près, si je ne me trompe pas. Alors, quand vous voyez, ça s'est emballé, tout ça. Alors, nous, on s'est dit, oui, on va s'aventurer dans la chose. Et